Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous demander comment ça va, tout simplement. Je sais que vous avez été confiné pendant 14 jours. Vous auriez été en contact, selon nos informations, avec des gens qui ont, en tout cas un candidat ou sur une liste, qui ont été positifs. Est-ce que vous êtes positif ? Écoutez, oui, effectivement, le 22 mars dernier, j'ai été contacté directement par l'ARS, qui m'a demandé de procéder à un confinement strict au sein de mon domicile, puisque le 15 mars dernier, c'est-à-dire le jour des élections, j'ai été en présence d'une personne qui a été reconnue positif au coronavirus. Donc depuis le 22, je suis donc confiné chez moi strictement. Le 22, l'ARS m'a... Donc après m'avoir contacté, ils sont passés chez moi, ils m'ont mis à disposition des masques avec les consignes à respecter, c'est-à-dire vraiment m'isoler au sein de mon domicile, ne pas avoir de contact physique avec la famille, que ce soit les enfants, ma femme, et de prendre régulièrement ma température afin de vérifier si je tombe pas malade, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez été testé ? Est-ce que vous êtes positif ou pas ? J'ai été ni testé en début de confinement, et donc mon confinement s'achevait hier. J'ai ni été testé aujourd'hui. Donc moi, en fait, je reprends mon boulot aujourd'hui, puisque bon, de par mes activités professionnelles, je fais partie de ceux qui sont contraints d'aller travailler pour faire avancer notre économie. Mais c'est vrai que on crée quand même quelque part un certain doute, parce qu'on suit quand même un petit peu ce que c'est que la maladie. À la maison, ça a été d'abord difficile d'expliquer aux enfants que bon voilà, papa est là, mais pas de bisous, pas de câlin, rien du tout, pas de contact. C'est difficile à expliquer. Bon, ils ont fini par l'accepter et le comprendre. Mais c'est vrai que je pense que vraiment la généralisation des tests est nécessaire et contribuera davantage à mieux identifier les problématiques sur le territoire, à mieux isoler éventuellement les personnes et les isoler seules. Daniel, qu'on comprenne bien et que nos téléspectateurs comprennent aussi. L'ARS vous a demandé de rester chez vous parce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été reconnu positif. Or, à la minute où on parle, on ne sait pas si vous êtes positif ou pas, parce que vous n'avez pas été testé. C'est-à-dire vous êtes suspecté, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si vous êtes un porteur sain ou pas. La personne en question, parce que j'étais assesseur dans un bureau de vote, c'était le bureau de vote de Pamandzi 1, je n'ai pas été en contact physique. Je me suis retrouvé dans la même pièce que cette personne pendant à peu près 2 heures de temps, mais je n'ai pas eu de contact physique. Donc, par précaution, on m'avait demandé de me confiner en attendant de voir les choses évoluer. Néanmoins, c'est vrai que bon, 2 semaines, de temps en temps, vous avez toujours un peu des maux de tête ou des choses comme ça. Donc, dès que vous avez le moindre éternuement ou la moindre migraine, tout de suite, on commence à se poser des questions. Donc, on ne sait pas. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je regarde. J'ai compris qu'il fallait prendre des Doliprane. Si vous avez des maux de tête, prenez des Doliprane, etc. Mais en fin de compte, on reste dans le doute, dans l'inquiétude, on n'en sait rien. Et je ne sais pas si finalement, est-ce que je suis un porteur sain, asymptomatique, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a le virus en lui, mais qui n'a pas de symptômes particuliers. Là, qui est contagieux tout de même. Mais qui est contagieux tout de même. Donc, je ne sais pas si je suis dans ce cas de figure, mais ce qui est certain, je me porte bien, j'ai pas de problème. Vous auriez aimé être testé ? Ben, absolument. Parce que c'est du bon sens. Je pense que véritablement, si on veut être efficace dans l'éradication de ce virus, je crois qu'il faut vraiment tester le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, une fois qu'ils ont été testés, c'est de les isoler et ensuite de les confiner en dehors de le logement, c'est-à-dire peut-être dans des hôtels ou dans des lieux spécifiques, désignés, etc. Mais il faut éviter de renvoyer les gens chez eux. Regardez par exemple quand on prend le bulletin d'information de l'ARS qui est paru hier, qu'est-ce qu'ils expliquent ? Ils disent voilà, nous avons 147 cas confirmés et nous avons identifié la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Premier point, intrafamilial. Intrafamilial. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, toutes ces 147 personnes qu'on a renvoyées chez eux, ben forcément, ils ont contaminé en premier leur famille. Donc, quelque part, on voit bien que
la manière dont nous gérons cette crise, elle n'est pas bonne, elle est inefficace, elle est contre-productive, et ensuite, elle pénalise beaucoup de personnes. Et ensuite, de la même manière, là aujourd'hui je retourne sur mon lieu professionnel et le deuxième point de chaîne de transmission signalé, c'était transmission en milieu professionnel. Bon, alors donc je ne sais pas, ça veut dire je vais retourner dans mon lieu professionnel. Je ne sais pas si mes collègues ont attrapé le coronavirus parce que ça fait 2 semaines qu'ils sont sur le terrain. Et de la même manière, moi-même, je ne sais pas si je suis porteur sain et je vais Est-ce que vous avez porté un masque? Alors, l'histoire des masques, vous faites bien de poser la question du masque. Bon, vous savez, là aussi, quand vous êtes confiné pendant 2-3 semaines, vous avez le temps quand même de vous informer, de regarder ce qui se passe en métropole, les analyses, etc. Et je me rends compte finalement qu'on a eu une avalanche de mensonges, de contre-vérités successives, mais au plus haut niveau, que ce soit en métropole ou à Mayotte. Vous avez la responsable, pour parler de Mayotte, vous avez la responsable de l'ARS qui applique les consignes nationales, qui n'a eu de cesse de faire des interventions dans tout type de médias, écrits, télé, radio, pour expliquer que les masques n'étaient pas obligatoires. Alors que vendredi, l'Académie de médecine a expliqué qu'elle estime qu'il serait bien de rendre obligatoire le port du masque. De la même manière, aujourd'hui, en Europe, il y a 4 pays d'Europe qui a rendu le masque obligatoire, que ce soit la Slovénie, la République tchèque. Donc, c'est pour dire vraiment que le port du masque est nécessaire. Voilà. Et pourquoi, selon vous, les gens n'ont pas le masque? Parce qu'il n'y en a pas? Écoutez, là, je crois que il y a eu un retard au démarrage de la fusée au niveau national et qu'il y a eu des conséquences pour tout le monde. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir un discours de vérité. Ici, je crois que personne n'a envie d'être infantilisé. Donc, s'il n'y a pas de masque, il suffit simplement d'expliquer, voilà, nous n'avons pas de masque en quantité suffisante, mais le peu de masques que nous avons, nous allons le distribuer prioritairement aux soignants, au monde médical. Je crois que tout le monde l'aurait compris. Ouais. Mais lorsqu'on dit non, les masques ne sont pas obligatoires, et tant bien même que vous avez des masques, ne le mettez pas, à partir de là, on met en danger toutes les personnes. Donc moi, ce discours mensonger qui a été diffusé sur toutes les zones au niveau national et à Mayotte, c'est un discours extrêmement grave. Le coronavirus toujours, les tests, on l'a dit, sont en sous-effectif, pas assez de tests ici à Mayotte, et on continue sur le confinement. Je prends l'exemple de ces Mahorais qui sont partis au RSMA. Est-ce que selon vous, il fallait les envoyer au RSMA? Le préfet est venu sur ce plateau vendredi dernier, s'en expliquer. Moi, je pense que là aussi, dans ce dossier de retour de vacanciers, je crois que ce dossier a été particulièrement mal géré. Mayotte avait la chance, alors que l'épidémie a commencé à circuler en Asie et en métropole, Mayotte avait quasiment 1 mois d'avance par rapport à la métropole. Oui. On aurait dû fermer les frontières immédiatement. C'était la solution de base. Ça aurait évité des confinements. Ceux qui sont à l'extérieur sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent plus partir. Point, c'est comme ça. Ce choix n'a pas été fait et il a été justifié, encore une fois, aussi bien par l'autorité préfectorale que par l'autorité de l'ARS, c'était de dire qu'il fallait faire revenir les médecins et les infirmiers. Mais je suis désolé. Pourquoi faire revenir sur le territoire de Mayotte des personnes qui potentiellement étaient malades? Nous étions en vacances scolaires les 2 premières semaines du mois de mars. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avaient quitté le territoire pendant ces 2 semaines pour se rendre en métropole. Il fallait fermer la frontière. Ou à défaut de la fermer, il fallait mettre en place immédiatement, dès le début du mois de mars, un confinement. Cela n'a pas été fait pour des raisons financières. Je le dis bien, pour des raisons financières. Parce que mettre en place un confinement aurait nécessité de mettre à l'aéroport un dispositif de contrôle et ensuite d'aller dans des hôtels pour s'assurer que ces personnes-là, pendant 15 jours, ne soient pas contaminées. Nous l'avons vu. Il n'y avait pas d'hôtel, que les hôtels avaient quitté Mayotte. Nous l'avons vu lors des premiers retours des Français qui se trouvaient en Chine. Ils ont été confinés dans des centres de loisirs ou autres pendant 15 jours et ensuite ils ont été remis, entre guillemets, en circulation. Dès lors qu'au niveau national, la décision a été prise de mettre en place le confinement à l'arrivée à l'aéroport, le préfet a fait le choix de fermer cet aéroport. Parce que La Réunion
ont commencé à mettre le confinement et les gens ont été mis dans des hôtels, 3 étoiles, le Saint-Denis, le Tulipe, etc., etc. Ça a un coût financier. Ce coût financier, à Mayotte, on a fait le choix de ne pas le faire et finalement, ça a été d'envoyer les gens dans le RSMA. C'est pas, en soi, ce n'est pas un problème d'envoyer les gens au RSMA. Il fallait par contre s'assurer que les conditions de vie pendant 15 jours soient là. Ce qui véritablement, lorsqu'on regarde les vidéos, les images, personnellement, je ne suis pas allé dans ce camp. Bon, j'ai passé quelques jours lorsque j'étais adolescent, mais je n'ai jamais vécu là-dedans depuis 30 ans. Donc, dans tous les cas, je ne sais pas quelles sont les conditions aujourd'hui, mais les images que j'ai vues sont quand même indécentes. Et donc, les conditions ne sont pas là. On sait qu'il y a des hôtels qui sont fermés. Du confinement aussi, parce que si jamais il y a une des personnes à la descente de l'avion qui a le coronavirus, on confine tout le monde, les 80 personnes ensemble, il y a de grandes chances qu'ils sont... Oui, c'est la raison pour laquelle il fallait les mettre dans des chambres individuelles, dans des hôtels. Nous avons des hôtels sur Mamoudzou, sur la Petite Terre, qui sont disponibles. Ouais. J'ai compris que le préfet expliquait que les propriétaires n'étaient pas là, mais que je sache, ceux qui sont au Rocher sont là, ceux qui sont au Caribou sont là, et d'autres hôtels sont là. Donc les hôtels avec leurs propriétaires sont là, mais on a fait le choix de ne pas mettre les moyens nécessaires pour faire un confinement à l'arrivée. Et finalement, lorsqu'il a été fait de manière obligatoire, parce qu'on avait fermé les frontières, mais on a rapatrié une centaine de Mahorais qui se trouvaient sur l'île de Madagascar, on l'a fait au RSMA, mais les conditions n'étaient pas. Donc, moi, j'y vois très clairement dans mon analyse une volonté de ne pas mettre les moyens là où il faut le faire. Il y a une forme de mécontentement qui est en train de monter de la population, que ce soit en métropole ou à Mayotte, avec des projets de plainte contre le préfet, contre l'administration, contre l'ARS. C'est le cas notamment de Najim Amada. On sait également que le collectif de Mayotte se prépare à une plainte similaire. Vous comprenez ces gens qui décident de passer par la justice et attaquer directement le préfet et l'ARS? Alors, ce qui est attaqué, c'est pas vraiment attaqué. L'objet de la plainte, ouais, c'est d'ordonner ou d'imposer au préfet de faire des commandes nécessaires pour pouvoir généraliser les tests. Ouais. Parce que dans le confinement, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas confiner ensemble des gens qui sont porteurs sains ou malades avec des gens qui n'ont pas la maladie. Or, aujourd'hui, notre système, parce que nous ne faisons pas suffisamment de tests, consiste à mélanger les deux. Parce qu'on n'a pas les moyens. Ouais, donc, on met en danger la vie des Mahorais. Deuxièmement, lorsque on est malade, on peut guérir rapidement. On l'a vu par rapport au protocole médical du professeur Raoult, qui a permis, en utilisant sa méthode et en prescrivant suffisamment tôt sa méthode, de guérir en moins de 6 jours les malades. Donc là aussi, comme c'est à base de chloroquine et qu'il y a toute une polémique en métropole, chloroquine, pardon, nous rappelons qu'à Mayotte, nous avons eu de la nivaquine lorsque nous étions enfants et que nous sommes là pour en parler. Et donc, à partir de là, nous n'avons pas de crainte là-dessus. Donc, nous voulons que ce protocole médical soit également étendu sur le territoire de Mayotte. Donc, moi, je pense que effectivement, la démarche qui est initiée par les collectifs, les syndicats et éventuellement Maître Najib va dans le bon sens, parce que je rappelle que la Guadeloupe est allé dans ce sens-là et ils ont gagné. La Réunion ont déjà déposé un référé en liberté pour que les choses se fassent et on attend aujourd'hui le résultat. Mais moi, je tiens quand même à rappeler que le territoire de Mayotte, avec ses 147 cas, est le territoire de Mayotte avec 147 cas confirmés est le premier territoire d'outre-mer à proportion égale, c'est-à-dire si on prend à la même nombre de population, c'est-à-dire 1 million d'habitants pour tout le monde, le territoire de Mayotte est le premier territoire d'outre-mer à être le plus infecté. Oui. Donc à partir de là, ça veut dire en proportion égale. Donc on est le territoire le plus infecté en outre-mer. Donc véritablement, s'il y a bien un territoire d'outre-mer qui doit être aidé, qui doit être testé, qui doit être médicalisé, c'est le territoire de Mayotte. L'absence de médicaments et l'absence de tests conduit à accélérer
la circulation du virus, tant bien même que nos autorités actuelles considèrent que le virus ne circule pas. Vous disiez que le tribunal avait été dans le sens de la Guadeloupe, notamment. Oui. On vient d'avoir une information. Le Conseil d'État annule la décision du tribunal administratif et notamment, donc, ça tombe à l'eau pour la Guadeloupe. Et donc, ça risque de tomber à l'eau également pour... Je vais préciser. Oui. Non, ça c'est une réponse extrêmement vite fait. Oui. Oui, c'est vrai. Elle annule l'article 2. Pour la simple et bonne raison, parce que l'article 2 exigeait que le préfet et que l'ARS de la Guadeloupe commandent aussi bien les vaccins, pas les vaccins, pardon, les médicaments, c'est-à-dire le protocole médical du professeur Raoult, et commandent également les tests. Sauf que le jour où il devait passer, le dossier devait être examiné au Conseil d'État, la préfecture et l'ARS de la Guadeloupe ont écrit au Conseil d'État pour se défendre qu'ils avaient déjà commandé aussi bien le protocole médical et qu'ils avaient déjà commandé les tests. Donc, le Conseil d'État s'est positionné pour dire, à partir du moment où la commande a déjà été faite, il n'y a pas nécessité de le faire. Mais vous comprenez bien qu'en l'espace de quelques jours, on est passé d'une situation où on n'avait pas, on a vite commandé pour qu'ensuite, derrière, on annule la décision. Voilà le petit circuit qui s'est passé et qui justifie l'annulation de cet article parce qu'ils étaient déjà exécutés. Maintenant, qu'on soit bien clair, l'idée, c'est pas de passer par le tribunal et obtenir une obligation de la part du tribunal de faire ces acquisitions. Nous demandons de le faire pour le bon sens. Parce qu'on ne peut pas mélanger des malades avec des non-malades. Moi, j'ai été confiné pendant 15 jours, comme je vous l'ai dit. C'est extrêmement difficile psychologiquement d'être dans une même habitation avec ses enfants, ne pas avoir de contact physique. Déjà que c'est dur de rester pendant 20 jours dans une habitation. Mais ensuite, si pendant ces 20 jours, on vous demande de vous enfermer dans une chambre, vous avez peur, à chaque fois que vous touchez quelque chose, de contaminer potentiellement vos enfants, non, ce n'est pas vivable. A priori, si vous êtes asymptomatique, au bout de 15 jours, vous ne pouvez plus contaminer, il semblerait. Donc, si au bout de 15 jours de confinement, puisque je crois que le temps d'incubation est de 14 jours, si vous n'avez rien... C'est la raison pour laquelle je suis dehors aujourd'hui. Donc là, a priori, vous n'avez rien. C'est la raison pour laquelle je suis dehors. Ouais. Mais maintenant, je vais à l'extérieur. Nous n'avons pas de masques. Vous savez que ce week-end, La Réunion a reçu 160 000 masques du stock stratégique national. Il y en a certains qui étaient moisis, on nous a dit. Non, ils sont arrivés ce week-end. Ah oui, d'accord. Ceux qui sont arrivés ce week-end, ils ont reçu deux métropoles, 160 000 masques. Moi, j'aimerais que l'ARS communique et nous dise combien Mayotte en a reçu. Parce que, encore une fois, je le rappelle, à proportion égale, Mayotte est le premier territoire d'outre-mer à avoir le plus d'infectés. On doit agir, les décisions qui sont prises actuelles ne sont pas bonnes. Vous allez vous associer, vous qui êtes une personnalité publique et politique, à ces plaintes qui sont déposées ou pas? Écoutez, moi ça fait 2 semaines maintenant que je milite sur les réseaux sociaux pour que nous allons dans ce sens-là. Dès que j'ai entendu qu'une plainte avait été déposée par l'Union des travailleurs guadeloupéens, je l'ai soutenue et je fais dans mon militantisme pour lutter contre le coronavirus des Facebook directs tous les jours. Tous les jours depuis le début du confinement, je partage mes analyses, mes idées. Mais est-ce que oui ou non, vous allez soutenir la plainte du collectif des citoyens de Mayotte et de Nadjim Amada? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Je soutiens cette démarche. D'accord. Dès lors maintenant qu'on nous demande de nous associer par écrit, je le ferai. Mais de manière claire et ferme, moi ça fait 2 semaines que je plaide dans ce sens-là. Pas parce que je veux porter plainte contre le préfet, pas parce que je veux porter plainte contre la directrice de l'ARS, parce que j'estime à mon âme et conscience qu'aujourd'hui la meilleure méthode pour mettre fin et briser la chaîne du coronavirus, c'est tout simplement de tester les gens, de les isoler, de les mettre en quarantaine et de tracer éventuellement leur parcours. La méthodologie actuelle n'est pas bonne et de l'aveu de l'ARS, de par le bulletin d'information qui est sorti hier, c'est bien la circulation commence d'abord par le milieu familial. Oui. Cela démontre que la méthode actuelle n'est pas bonne. C'est-à-dire le confinement. Maintenant, il y a la problématique du matériel à avoir
parce que le confinement sans les masques et sans les tests, le déconfinement, c'est compliqué, quoi. Exactement. Si on veut parler maintenant de déconfinement, je pense qu'il y a une nécessité que le préfet discute avec les élus de Mayotte. Il ne s'agit pas simplement de discuter avec... des visioconférences avec les élus. Non, mais je me précise, parce qu'il a dit, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il va discuter avec le maire ou qu'il va discuter avec le président du conseil général, voire des députés. Je suis un élu de la République, je suis conseiller départemental, élu à mon nom propre par tout un canton. J'estime que je dois être dans le cœur des discussions pour apporter mon opinion, tout en sachant que contrairement à la plupart des personnes avec qui ils discutent, moi j'ai une vision différente de ces élus-là. Aujourd'hui, je dis très clairement que la méthodologie utilisée pour confiner les gens et l'absence de tests et de protocole médical est une erreur. Qui le dit sur vos plateaux clairement aujourd'hui dans les élus que vous recevez? Personne, peut-être à part Mansour, mais qui est malade actuellement. Donc, moi, je crois que véritablement, si le préfet veut instaurer un vrai dialogue avec les élus, qu'il arrête de discuter avec ceux qui lui disent oui. Qu'il discute également et qu'il convainc ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il ne s'agit pas de rentrer en confrontation, il s'agit de faire un débat d'idées. Je considère qu'il est irresponsable qu'en période de crise, on se refuse de discuter avec les élus de l'opposition. Ce n'est pas acceptable. On va rester sur le coronavirus encore un petit moment, même si je voudrais aborder d'autres sujets, notamment au conseil départemental. Nos élus au niveau national, le Premier ministre, commence à évoquer le déconfinement. Ça y est, le mot est lâché. Est-ce qu'il faut y voir une stratégie de communication pour redonner de l'espoir aux Français et un peu de patate, ou c'est réel et on va pouvoir bientôt ressortir et vivre normalement? Écoutez, effectivement, le Premier ministre, lorsqu'il est intervenu en milieu de semaine, a parlé du déconfinement en disant qu'il serait plutôt régionalisé, c'est-à-dire que tous les Français ne risquent pas de sortir tous en une fois. La région à l'échelle de Mayotte, c'est tout Mayotte. Et donc, si aujourd'hui on devait déconfiner toute la population mahoraise en une fois, ce serait à mon sens une très grave erreur. Néanmoins, je pense que c'est pour cela que je dis que les tests sont absolument nécessaires. Pour déconfiner, il faut préalablement tester. Si c'est vrai qu'on a confiné pour éviter que les hôpitaux soient surchargés de malades, parce que si tout le monde est dehors, tout le monde va tomber malade en même temps. Et donc, en confinant, on sait que là, au moins, on va ralentir le processus de circulation du virus. Mais maintenant, si on déconfine, il faut pouvoir faire le tri dans la population et savoir qui est malade, qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas, sachez que moi, j'ai 3 enfants de moins de 15 ans. Une enfant au collège, en primaire et en maternelle. Si en l'état actuel des choses, on venait à déconfiner, moi, je ne renverrai pas mes enfants à l'école. Parce que de quelle manière pensez-vous que ces enfants vont se retrouver au collège ou à l'école primaire lorsqu'ils prendront les transports scolaires? Est-ce qu'on va mettre en place de la distanciation au sein des transports scolaires qui sont déjà ric-rac? Si on venait à le faire, ça veut dire qu'il n'y aurait pas suffisamment de transports scolaires et donc on va mettre une inégalité entre les élèves. Au niveau de la barge, je vous ai montré une photo, Monsieur Millan, ce matin, vous montrant que la barge, malgré le confinement, était bien pleine. Alors imaginez si on revient tous pleins demain dehors, comment se trouvera même les barges de 500 places? Où sera la distanciation dans ces barges-là? Encore un risque de circulation du virus. Au sein des classes, alors que la plupart de nos classes, vous en parlez suffisamment, sont surchargées. Comment va-t-on mettre la distanciation dans les classes scolaires? Donc pour toutes ces raisons, tant que le virus circulera, tant qu'on n'aura pas mis fin tant qu'on n'aura pas brisé la chaîne du coronavirus, moi je ne renverrai pas mes enfants avant peut-être septembre prochain. Mais dans tous les cas, le déconfinement doit se faire en parallèle avec des tests pour qu'on puisse isoler, comme je l'ai dit, les personnes. Et ensuite, il va falloir également qu'on teste en premier lieu ceux qui sont dans le milieu professionnel. Parce que les gens aujourd'hui qui travaillent... Mais là, ça veut dire qu'il faut des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est la raison. Il faut des tests, mais on sait qu'il n'y a pas les moyens. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que la politique qui est menée actuellement par le préfet et par l'ARS change. Nous sommes une île de 300 000 habitants.
hein, si on prend si on tient compte également du taux d'accroissement de la population. Donc 300 000 habitants, 300 000 tests. C'est simple. Là, on saura qui il n'est pas. Vous savez, Saint-Barth a décidé de tester toute sa population. Bien sûr, ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Mais c'est du bon sens parce qu'ils se disent, nous avons 7 cas à Saint-Barth et on confine toute l'île, les 25 000 habitants. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Autant tester tout le monde, comme ça on sait qui sera isolé et que l'économie reprend. Parce qu'au final, ce que nous voulons et ce que nous cherchons, Monsieur Mian, c'est que notre économie fonctionne. Nous savons que beaucoup d'entre nous sont en difficulté. Moi, je travaille dans le service public, ou du moins, j'exerce un service public. Donc, j'ai été payé à la fin du mois. Mais ceux qui ne travaillent pas, comment font-ils? Et combien de temps ça va durer? Et dans le privé. Et en particulier dans le privé. Parce qu'il faut se rappeler que quand toutes ces entreprises se sont arrêtées, on leur a dit initialement, ben, ce ne sera que pour 15 jours. Sauf que là aussi, on leur mentait. En toute connaissance de cause. Ouais. C'est pour cela qu'il faut qu'on arrête de mentir aux Mahorais et aux artisans. Parce que lorsqu'on dit à un artisan, écoutez, on va s'arrêter pendant 15 jours et ensuite la vie va reprendre, eh ben, on peut se préparer pour 15 jours. Aujourd'hui, on comprend que c'est 45 jours d'arrêt. Et là, c'est pas la même chose. Des aides, il y en a, on va en parler, mais ça ne suffit pas. Donc, aujourd'hui, si nous voulons reprendre et si nous voulons briser la chaîne du coronavirus, il faut absolument que nous sortions de manière sectorielle la population mahoraise, de manière sectorielle, peut-être commune par commune, peut-être quartier par quartier, peut-être les zones les plus infectées, même si on veut pas nous les communiquer, mais il faut que ce soit de manière sectorielle et avant la sortie, on teste les gens. Mais les premiers tests doivent être d'abord pour le milieu professionnel, parce que l'ARS nous a informé encore une fois hier que c'est dans le milieu professionnel que le virus circule le plus. Donc, il faut tester d'abord ceux qui sont dehors avant de faire sortir les autres. Donc, pas de confinement avant de faire des tests. On a bien compris votre message. Kamar Boura, une question pour Daniel Zaidani et beaucoup de messages. Beaucoup de messages avant de vous poser ma question, Daniel Zaidani, des gens qui pensent que Kwesi, en tout cas, a pris le risque de vous inviter puisque vous n'avez pas été testé jusqu'à maintenant, vous ne savez pas si vous êtes porteur sain ou pas, et que nous sommes en train de prendre un risque et que les gens pensent que... on va répondre. Voilà, exactement. Et que les gens pensent que si aujourd'hui on est contaminé, donc c'est Kwesi qui va s'arrêter, ils n'auront plus leur... Non, alors déjà, il faut savoir qu'on est au quotidien, parce que c'est pas que la matinale, tous nos journalistes sont sur le terrain à longueur de journée, ça c'est le premier point, donc si on doit l'attraper, on pourra l'attraper bien ailleurs que ici. Et puis, clairement, il a fait ses 14 jours de confinement strict. Donc, ben voilà, au bout de 14 jours, le temps d'incubation, logiquement, il n'y a plus de risque, il n'est plus contagieux. Voilà, on a répondu à la question. En tout cas, espérons. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Daniel Zaidani, j'aimerais revenir un peu sur un jeune homme de votre canton qui a été jugé en comparution immédiate et qui s'est vu prendre 3 mois de prison du côté de Magicavo. Mais quand on regarde le non-respect des règles, quand on regarde le non-respect du confinement, est-ce que finalement on n'a pas cherché juste une brebis galeuse histoire de faire alors que tout le monde est dehors, personne ne respecte? Ben écoutez, moi j'ai suivi ce dossier, j'ai vu monsieur le procureur intervenir et en expliquant qu'effectivement c'était parfaitement justifié qu'il soit condamné. Je peux le comprendre, mais aujourd'hui j'ai envie de dire que la justice doit s'intéresser à tout le monde. Ça ne sert à rien de prendre une personne et d'en faire un exemple, mais il faut agir pour éradiquer, parce qu'encore une fois, l'objet, ce n'est pas de mettre des gens en confinement à Magicavo. L'objet, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes qui circulent inutilement à l'extérieur. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des Facebook directs quotidiennement. De chez moi, j'ai vu sur la digue de Pamandzi, et je peux vous assurer, monsieur Mian et monsieur Boura, que quotidiennement, à chaque direct, vous pouvez après les consulter si vous le souhaitez, vous constaterez qu'il y a systématiquement des gens qui se baignent en famille, en groupe, que ce soit des Mzungu, des Mahorais, des plaisanciers en bateau. Je veux dire, c'est vraiment l'anarchie. Cela se passe à 50 mètres de la gendarmerie et à 150 mètres de la mairie de Pamandzi. Pour autant, jamais en 20 jours de confinement, je n'ai vu un gendarme se pointer ou encore un policier municipal. C'est pour dire que oui, le confinement doit être respecté. Mais comment faire respecter un confinement quand, quelque part, il n'y a pas des hommes et des femmes assermentés pour aller peut-être discuter, pour aller peut-être leur faire comprendre. Mais il n'y a personne en 20 jours qui a inspecté cette digue et où, pour autant, il y a
tous les jours, quotidiennement, une dizaine de personnes qui vont se Ouais, baigner. ouais. C'est totalement ubuesque. Un confinement qui n'a pas de sens. C'est comme par exemple le couvre-feu. On nous dit, on vous met un couvre-feu, mais si derrière on ne se donne pas les moyens de le faire respecter, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Est-ce que les tests, une question qui vient d'arriver, est-ce que les tests sont fiables? Sachant que on entend sur les différents plateaux de télévision que certains tests ne sont pas fiables, que certains pays ont utilisé le système des tests, et ça a été plus dramatique qu'autre chose. Bon, en même temps, on nous disait que les masques ne servaient à rien parce qu'on n'avait pas de masque. Là, on nous dit que les tests ne sont pas fiables parce qu'on n'a pas de tests. Mais selon vous? Alors, lorsque vous êtes positif Ouais. au Covid-19, Ouais. vous êtes positif. Par contre, effectivement, lorsque vous êtes négatif, Ouais. cela ne veut pas forcément dire que vous êtes négatif. Ah. Il peut y avoir une erreur lorsqu'on vous dit que vous êtes négatif. Mais lorsque vous êtes positif, vous êtes positif. Donc, ça veut dire que, effectivement, peut-être faudra en faire plusieurs, mais dans tous les cas, le test, à mon sens, est aujourd'hui le meilleur moyen Bien sûr. de pouvoir s'assurer que les personnes qui vont sortir sont des personnes saines. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il est déjà 46, Daniel Zaidani, je voudrais qu'on parle d'économie, de ce qui s'est passé au CD, au Conseil départemental 976, vendredi, séance plénière. Les élus ont validé ce qui a été expliqué sur ce plateau par Ben Issa en début de semaine dernière, mardi je crois, ces fameux 14 millions qui vont être dépensés sous forme de solidarité auprès des plus démunis, mais également de l'économie. Est-ce que 14 millions, selon vous, c'est suffisant? Bah écoutez, C'est déjà ça, vous allez me dire. Alors, comme l'a bien expliqué Ben Issa lorsqu'il Oui. était l'invité la semaine dernière, sur ces 14 millions, il y a 11 millions qui sont destinés aux petits artisans. Oui. Que ce soit les chauffeurs de taxi, vendeurs de brochetti. Encore faut-il qu'ils soient enregistrés, oui. soient enregistrés, qu'ils aient une certaine comptabilité. Mais moi, j'incite vraiment les plus petits artisans qui sont en difficulté, qui ont vu leur activité s'arrêter le 17 mars dernier, de voir leur chiffre d'affaires s'effondrer, d'aller sur le site internet impôt.gouv.fr, ça prend 5 minutes d'aller s'inscrire, de demander à bénéficier du Fonds national de solidarité. Ils auront 1 500 € de la part de l'État, Plus auquel sera abondé 2 000 € du conseil départemental. Ça fait 3 500 € qu'on peut obtenir en 5 minutes et qui seront virés directement par la DRFIP Alors, sur c'est pas les comptes. énorme, mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça. Donc, pour le conseil départemental, 11 millions d'euros, ça correspond à peu près à 5 000 artisans, 5 000 à 5 500 artisans, ce qui correspond grosso modo à la grande majorité de nos artisans mahorais. Donc il y a suffisamment d'argent pour alimenter tous les artisans, Tous même les si artisans. c'est que 3 000. Maintenant, la difficulté, c'est la 2000. durée du confinement. Mais oui. Parce que là, c'est une opération one-shot, mais c'est one-shot qui peut être bénéfique pour les plus petits artisans que nous avons sur notre territoire. Néanmoins, on peut regretter que sur d'autres aspects, le Conseil général ait été un peu lent au démarrage. Parce que faut savoir que vendredi, on s'est réunis en urgence. Ouais. 3 jours de délai pour le faire. C'est-à-dire que les courriers sont partis mercredi. Ouais, bon, Mais je rappelle. période exceptionnelle. Non, mercredi, c'est le 1er avril. Ouais. Tout va très vite. Non, excusez-moi, tout va très vite. Le préfet, par exemple, la semaine dernière, disait il a commencé à fermer partiellement l'aéroport à partir du 20. Partiellement, à partir du 20. Mais la grande majorité des vacanciers étaient déjà rentrés sur le territoire de Mayotte, puisque la rentrée était le 16 mars. Donc c'est pour dire que les décisions en période de crise doivent être prises rapidement. Il faut comprendre à quoi on est confronté et les réponses doivent être rapides. Il y a eu des discussions houleuses sur cette séance plénière. On a même vu Ben Issa, qui est dans la même majorité que Issa Abdou, se piquer le nez sur cette histoire de budget. Ben parce que Ben Issa, je dirais, parmi tous les élus qui sont dans la majorité, est celui qui a la meilleure vision des choses. Bah, c'est l'élu aux finances. Donc, il a la meilleure vision des choses. Moi, je crois que, vous savez, depuis le temps qu'on s'intéresse au conseil départemental et à ses finances, nous savons que le conseil départemental est rentré dans une crise financière importante en 2007 et je l'ai sorti de cette crise en 2014. D'accord ? Pour sortir de la crise financière, de ce déficit qui s'est élevé à un moment jusqu'à 100 millions d'euros, il a fallu beaucoup de sacrifices de la part de l'exécutif que j'étais. Et ces sacrifices venait du fait qu'il y avait eu beaucoup trop de recrutement au sein du conseil départemental sans pour autant regarder sa ressource financière. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau
social, c'est-à-dire l'enveloppe qui est à la charge de Issa Abdou, est extrêmement grave. Je sais que on a tendance à le voir partout dans les médias, on veut pas trop le bousculer, etc. Parce que Issa Abdou Issa Abdou, Oui. on veut pas trop le bousculer parce qu'il articule bien lorsqu'il parle sur vos plateaux, mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne fait pas de conneries. Il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes. On a fait comme si la grande majorité, vous êtes un peu rentré dedans, mais la grande majorité des médias n'a pas voulu décortiquer ce que disait la Chambre régionale des comptes. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui le Conseil départemental a pu bénéficier, parce que je vous rappelle que j'avais demandé, j'avais monté un dossier qui s'appelle les charges indues de montant, et finalement, j'étais prêt à mener l'État au tribunal administratif pour qu'on puisse en bénéficier. Le nouvel exécutif a décidé de négocier, donc ils ne se sont pas intéressés, ils n'ont pas eu le remboursement des charges indues sur tous les autres dossiers, les caddies, les personnes mises à disposition, etc. Mais ils ont eu un remboursement, ils ont négocié en ce sens-là que dans le domaine social, ce qui leur a permis d'avoir le remboursement de tout ce qui avait été dépensé et qui n'avait pas été compensé. D'accord ? C'est qui leur avait permis à l'époque d'avoir une enveloppe de 120 millions d'euros. Voilà. Mais néanmoins, en termes de recettes annuelles, ils en ont 24 000 euros. Au niveau du social, en termes de recettes annuelles, ils ont eu 120 000 millions d'euros en une fois en termes de remboursement de tout ce qui avait été dépensé. 120 millions. 120 millions et 24 d'euros. millions pour le. Et après, ils ont en général 24 millions de budget annuel. Aujourd'hui, tout a été dépensé. Et pour autant, au niveau du conseil départemental, en termes de charges de personnel, que sur le social, on est déjà à 23 millions d'euros. En termes de charges de personnel. Social sur la masse salariale. Sur la masse salariale, on est déjà à 23 millions d'euros juste dans le domaine social. À cela se rajoutent les charges incompressibles, on est déjà à 3 millions d'euros. On est donc presque à 26, 27 millions d'euros, alors qu'on a une recette de 24 millions d'euros. On est déjà en déficit. Et pour autant, il y a tout après, tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement, machin. Donc Ben Issa, qu'est-ce qu'il a dit ? Il avait dit, attention, la manière dont on est en train de gérer le social est très mauvais et il va avoir des répercussions graves. Issa Abdou, la seule chose qui le préoccupe aujourd'hui, c'est sa réélection de l'année prochaine. Il fait comme ses prédécesseurs à l'époque, dépense, recrute, fait le beau, etc. Mais il met en danger, les finances du conseil départemental et le président du conseil général le laisse faire. Les chiffres sont là, vous pouvez analyser, vous prenez le budget, vous analysez. Je vous explique ce qui s'est passé. Ben Issa avait raison de s'insurger sur la manière dont avait été constitué le budget, parce que ce n'est pas des dépenses. Vous savez, aujourd'hui, tout ça, c'est parce qu'on sait, c'est pour lutter contre pour mettre à l'abri les mineurs isolés, etc. Mais soyons bien clairs, on ne va pas recruter indéfiniment des personnels pour aller s'occuper de 2-3 mineurs isolés. Il suffit simplement de faire appliquer à Mayotte la loi qui permet de faire peser la charge de ces mineurs isolés sur d'autres départements. Cette loi n'est pas étendue sur le territoire de Mayotte. Le conseil départemental de Mayotte doit se mobiliser pour que les 3000 mineurs qui sont sur le territoire de Mayotte puissent être pris en charge dans d'autres départements français, comme cela se passe et comme cela est autorisé dans d'autres départements français. Vous savez que si le conseil général venait à envoyer en France 3000 mineurs isolés, même si nous le payons, ça nous coûterait en termes de billets d'avion 3 millions d'euros. Et pour autant, aujourd'hui, on dépense quasiment 60 millions d'euros pour donner à des associations pour s'occuper de 300 ou 400 jeunes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'apporte aucun effet. Et vous le voyez bien, Monsieur Millan, depuis ces 4 dernières années, de quelle manière la délinquance a explosé. D'ailleurs, même actuellement, tous les CCAS de Mayotte sont mobilisés pour accompagner les familles les plus défavorisées et les familles ou les personnes isolées. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Parce que sur le. Quand on vous entend sur la forme, on peut comprendre. Sur le fond, c'est quoi ? Ça veut dire que la stratégie est pas bonne. La stratégie. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà en campagne au conseil départemental là ? Honnêtement. On peut être déjà en campagne, mais je dis que la stratégie actuelle n'est pas bonne. Ça ne sert à rien de dépenser 60 millions d'euros pour accompagner 500 jeunes. Alors pourquoi le président du conseil départemental a validé la même majorité ? C'est la raison pour laquelle tout le monde sait que le président du conseil général, depuis un an,
a pris cette distance. Je veux dire, je vous apprends rien. Vous savez très bien que le président du Conseil général essaye de s'appuyer sur les conseils de sa majorité, mais si sa majorité l'induit en erreur, il va dans l'erreur. Seul Issa Abdou, seul Ben Issa, chargé des finances, s'est rendu compte de cela. Et moi, je le soutiens parfaitement. Vous savez, lorsqu'on a voté le DOP... Donc vous soutenez quelqu'un de la majorité, vous qui êtes dans l'opposition. À partir du moment où son approche est logique... C'est de la politique, ça est-ce qu'il faut y voir un signe politique ou pas? Moi, je dis que si nous voulons sauver les 3000 mineurs isolés qu'il y a sur le territoire de Mayotte, il faut faire valoir la possibilité de les envoyer dans un département où ils pourront être pris en charge scolairement, socialement, médicalement et en termes de logement. Nous n'avons aucune infrastructure aujourd'hui et on le voit bien aujourd'hui en période de crise sanitaire qu'il y a trop de populations qui sont désœuvrées sur le territoire de Mayotte. Donc, ça ne sert à rien de dépenser, comme je le dis, 60 millions d'euros annuels pour accompagner 500 jeunes, alors que si nous payons un billet à chacun de ces jeunes et nous les envoyons dans un autre département français, ça nous coûterait 3 millions une fois. Vous êtes venu voter 3 millions Vous êtes venu une voter fois. Ces mesures d'urgence? J'étais confiné, cher ami. Vous le savez, je l'ai expliqué, je n'arrête pas de l'expliquer. La fin de mon confinement s'est achevée hier. Mais j'en ai discuté avec le président, je l'ai accompagné dans ces mesures. Il a commandé, il a pris, je dirais qu'aujourd'hui, le conseil départemental prend sa part de responsabilité parce que le conseil départemental va faire l'acquisition de tests, va faire l'acquisition de masques. Mais si derrière, l'ARS et le préfet ne prennent pas les mesures nécessaires pour en faire autant, on ne va pas y arriver. Il y a 300 000 habitants sur le territoire de Mayotte. La responsabilité de la crise sanitaire ne peut pas être portée exclusivement par le conseil départemental. Il faut que l'État arrête d'être pingre. Ou tout simplement, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Non. Pingre, c'est un peu radin, mais peut-être qu'il n'y a pas du tout les moyens. Comme je vous l'ai dit, l'ARS de la Réunion, malgré l'absence de masques, a reçu ce week-end 160 000 masques. J'ai pris la barge ce matin. Et je peux vous dire que les agents du conseil départemental qui travaillent, qui prennent des risques, que je vous ai vu, la barge était particulièrement pleine, n'avaient pas de masque, n'avaient pas de gants. Et pourtant, ils sont en contact avec des centaines de personnes à chaque fois qu'ils montent dans la barge. Ça, c'est un risque. Mais ce risque-là, ils le prennent. Vous avez entendu à plusieurs reprises ce que le Conseil général a fait, mais je n'entends pas ce que la préfecture fait en période de crise. Moi, je n'entends pas nous dire, voilà, on va recevoir tant de masques ou un tel montant. Et vous savez, le tissu, parce que maintenant, on nous dit qu'il faut mettre des tissus, machin. Mais c'est pas certifié. Ils ne sont pas certifiés. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas le top. Non. Ce n'est pas le top. C'est clair. Ça arrête. Il est 7h58. Camar, une dernière question pour Daniel Zaïdani. Non, une auditrice qui comprend que vous êtes de l'opposition, d'accord, et que vous étiez confiné, mais qui demande depuis le début de cette crise sanitaire, qu'est-ce que vous, en tant qu'élu de l'opposition, mais conseil départemental de votre canton, a fait comme action pour en tout cas protéger votre population? Alors, très simplement. Premièrement, depuis le premier jour de confinement, comme je vous l'ai dit, je communique sur les réseaux sociaux puisque moi, je ne fais pas du porte-à-porte. Si des élus estiment aujourd'hui que la meilleure des choses qu'ils ont à faire en période de confinement, c'est de faire du porte-à-porte, je leur laisse cette responsabilité. Moi, je reste chez moi et je communique à travers les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, et vous pouvez vérifier les Facebook de tous les prétendants élus aujourd'hui, qui fait de la communication quotidiennement pour que les gens restent chez eux, c'est Daniel Zaïdani et c'est le seul qui le fait. Deuxièmement, je dis les erreurs que font l'État et je donne les conseils. Vous venez quand même sur un plateau télé. Oui, parce que je vais au boulot à 8h. Donc je me permets. Et après, je vous rappelle que comme je suis élu, je suis dans ma compétence de communiquer. Parce qu'on peut s'étonner pourquoi je suis sur un plateau. Si le préfet vient sur le plateau, ça n'étonne personne. Si Daniel Zaïdani, ça étonne les autres. Non, je suis élu, je communique. Et si d'autres élus ne viennent pas sur vos plateaux, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Donc je suis dans mon rôle. Donc je communique, j'apporte des conseils, je dis ce qu'il faut faire, je dis ce qui ne va pas. Et là, on a raté le confinement, il ne faut pas rater le déconfinement. Merci beaucoup Daniel Zaïdani. Il est 7h59. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.